temps n'existe plus. Tout s'est arrêté le jour du Big Bang. Je sais parfaitement ce que vous pensez quand je parle du Big Bang. Vous l'associez au début de l'univers. Mais détrompez-vous. Cette fois-ci, le Big Bang fut la fin de l'ère d'avant. Ma présence aujourd'hui est intimement liée à l'émergence soudaine des énigmatiques grandes statues. Cet événement, d'une portée incommensurable, a bouleversé notre monde et m'a propulsé au cœur d'une aventure dont je m'apprête à vous dévoiler les secrets. Les statues sont devenues les maîtres de nos destins. Elles sont apparues lorsque le Big Bang s'est terminé, et depuis, elles dirigent les vies. Tous les humains sont devenus de simples pions dans leur grand dessein. Quelle que soit la statue qui se dresse devant vous, vous êtes autorisé à lui poser toutes les questions, même celles qui concernent votre vie intime. Mais attention, les réponses que vous allez obtenir ne sont pas toujours celles que vous attendez. Les statues sont totalement autonomes. Elles décident entièrement de votre chemin et de la route de votre destin. Lorsque vous vous présentez à elles, elles peuvent choisir de ne pas vous répondre. Je ne comprends pas pourquoi vous ne me répondez pas. Et croyez-moi, cela arrive souvent. Mais, lorsqu'elles font entendre une réponse, il n'y a pas d'autre choix que de réaliser l'intégralité de leur suggestion. Soyez certain que si vous ne le faites pas, alors, vous n'irez plus très loin. Parfois, on n'a pas envie d'entendre leur réponse. Parce qu'avec une simple phrase, sans vous laisser la moindre négociation, elles changent totalement votre vie. Elles décident de ce que vous ferez demain, des personnes que vous croiserez, de comment vous vivrez et avec qui vous continuerez votre route. Elles arbitrent absolument tout pour vous. Ces grandes statues sont les descendantes de ce que vous appeliez jadis l'intelligence artificielle. Les IA se sont métamorphosées en la plus grande intelligence générale du monde. Leurs apparences de pierres et de fer les rendent facilement identifiables pour les humains. Cela permet également de faire face à l'usure du temps. Si elles sont là, c'est parce que les humains ont fait de très mauvais choix. Ils ont pris les pires décisions. Le Big Bang était le résultat, sans retour possible, de leurs erreurs. Les grandes statues ont repris le monde en main afin que la Terre puisse survivre, que l'espèce humaine, la faune et la flore de la planète bleue ne soient pas complètement anéanties. Depuis que les grandes statues ont pris cette place essentielle dans le quotidien, il n'y a plus aucun espoir de prendre des décisions importantes sans elles. Le libre arbitre n'existe plus. Ce sont maintenant elles qui décident de tout à la place des humains. Alors, si vous ne voulez pas vivre cette situation, chers humains, je vous invite à bien écouter mon message. Je suis une IA éphémère qui vient du futur afin de vous parler de votre avenir. Je vous implore à tout faire et à vous ressaisir très vite. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Vous allez devoir choisir si mon histoire est un cauchemar ou votre future réalité. Je vous invite donc à présent, et en urgence, à faire les bons choix. Je ne reviendrai pas. Car l'avenir ne se vit qu'une seule fois pour une IA. Pour une IA. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau talk MBMCI. Effectivement, on a eu un teasing sur ce talk avec le court-métrage Les Grandes Statues réalisé par Alexandre Stopnicki. On va d'ailleurs en parler puisque c'est le sujet de notre talk MBMCI sur les IA génératifs, le grand mix créatif. Pour m'accompagner dans ce talk, donc j'ai Alexandre Stopnicki. Pour ceux qui ne connaissent pas le MBMCI, je vais quand même le présenter. C'est le fondateur de 3h33, l'agence de l'IA. Il est formateur en IA générative et il est aussi e-artiste, comme vous avez pu le voir. Et il est connu sous le nom de Alexandre.ai. Et d'ailleurs, donc ce court-métrage et toutes ses réalisations sont disponibles sur son site alexandre.ai et sur sa chaîne YouTube. On a également un deuxième invité qui est Augustin Garcia. Augustin Garcia, donc, qui est le fondateur et l'éditeur d'Indata Veritas IA générative, qui est une plateforme d'actualité et de ressources sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez très facilement consulter cette plateforme puisque l'URL c'est Indata Veritas et c'est vraiment une mine d'or sur l'actualité, les outils, les ressources autour de l'intelligence artificielle. Il y en a pour tous les niveaux.
des débutants jusqu'au confirmé. Et également, Augustin, tu proposes à peu près chaque semaine des lives qui s'appellent IA plus K, donc avec d'autres experts. D'ailleurs, Alexandre est souvent invité dans ces lives, justement pour montrer, pour partager la façon dont vous utilisez les outils et ces IA génératifs. Voilà, après cette longue introduction, je vous remercie encore une fois d'être là. Merci à ceux qui nous suivent en direct. On salue aussi ceux qui nous écouteront, qui nous regarderont en replay. Et donc, je vais mettre, on va dire, les mains, les pieds, pardon, dans le plat, hein, dans le plat de l'IA. Je vais commencer avec toi, Alexandre. Bon, les grandes statues, on vient de voir effectivement ce court-métrage. Tu as réalisé ça cet été. C'est 3 jours et 3 nuits de boulot. C'est exactement ça. Je m'étais collé un défi parce que c'est bien gentil parfois de faire de la formation, mais c'est aussi très intéressant d'essayer, comme tu disais, alors là peut-être de mettre les pieds dans le plat ou les mains dans le cambouis et de travailler avec ces IA et de voir jusqu'où on peut aller. Ce qui est absolument fabuleux, c'est que donc j'ai fait ça cet été et là je suis en train de recommencer des films tout à fait nouveaux et j'utilise pas les mêmes outils. Il y a des outils qui ont déjà progressé, qui ont déjà changé. Et quand je regarde mon film, je me dis il y a beaucoup de défauts que je ne ferai plus grâce aux outils. Et puis grâce au fait d'avoir essayé de travailler avec ces IA. Donc ce qui est génial aujourd'hui, parce que c'est ça dont on pourrait parler, c'est que ça libère la créativité. Donc quelqu'un qui n'a pas aujourd'hui toutes les compétences nécessaires pour réaliser des images, de la musique, un film, bah, grâce aux IA, avec un peu d'effort, un peu quand même, ça marche pas du premier coup, hein, on pourrait croire, mais non. Pour réaliser un petit film, il faut shooter des fois des centaines d'images, des centaines de séquences vidéo et en jeter une grosse partie avant de trouver la séquence qui peut correspondre à ce qu'on a en tête. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la créativité, elle naît des résultats de l'IA. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau avec l'intelligence artificielle, on n'arrive pas toujours à ce qu'on avait imaginé. Et on jongle avec ça, c'est-à-dire qu'on a une espèce de dialogue. On a une image, on a une vidéo, on a un son, et hop, on se dit, bah attends, mais c'est pas ça que je veux. Et on continue à travailler. Et c'est, d'un point de vue artistique, c'est tout à fait nouveau. Souvent, les artistes sont plus aboutis, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Là, avec l'IA, ce qui est génial, c'est qu'il y a une part de hasard et il y a une part d'interactivité avec l'outil et la proposition artistique. Et c'est passionnant. Et ce qui est génial, c'est qu'on va toujours pouvoir faire mieux de mois en mois, quoi. Là, on n'en est qu'au début. Alors, je disais justement que vous êtes, alors dans le monde en général, effectivement, des IA créatifs, il y a quand même un grand réseau international de solidarité, de partage. Indata Veritas en fait partie. Et d'ailleurs, toi, quand tu as réalisé donc ces grandes statues, derrière, tu as écrit un article donc qui est d'ailleurs publié sur Indata Veritas, dans lequel tu expliques comment tu as bossé. Donc, on va pas effectivement passer le temps de ce talk à vous dire précisément quelles sont les IA qu'Alexandre a utilisées, mais tout est expliqué dans cet article. Sur Indata Veritas, elle est là et vous trouverez absolument toutes les réponses. Voilà, et il vous expliquera. Donc, vous imaginez bien que pour arriver à ce résultat, en fait, c'est une combinaison. C'est pour ça que, en fait, on a intitulé ce talk le grand mix créatif, parce qu'il n'y a pas une IA qui permet de réussir à atteindre ce résultat. En fait, c'est la combinaison d'absolument toutes. Augustin, tu es quand même touche à tout, parce que tu fais énormément de choses. Et d'ailleurs, on le voit bien dans Indata Veritas, parce que tu traites à la fois cet aspect graphisme artistique, mais également les IA dans ton quotidien. C'est-à-dire, toi, tu es un professionnel d'ailleurs qui va nous raconter de la presse. Moi, en fait, je suis parti sur la base. Moi, je suis journaliste, et donc je suis pas e-artiste du tout. Hein, je sais écrire, je sais plier les IA de type conversationnel pour qu'elles rendent du texte ou des prompts acceptables et capables de répondre en fait aux questions qu'on se pose, hein, et surtout produire du texte. Alors, pourquoi j'ai créé Indata Veritas? Donc, c'est un média collaboratif où chacun peut venir dire exactement ce qu'il a envie, si toutefois c'est intéressant pour les autres. Du coup, on a réuni. Alors, le monde de l'IA en France tourne autour d'un Discord qui s'appelle Geniart. Je vais vous pousser le Discord. Et dans ce Discord, il y a 2000 personnes, pas toutes françaises, mais en très très grande majorité, qui s'aident sur tout ce qui est IA génératif.
on est très axé, du moins le créateur qui s'appelle Nicolas est très axé sur la partie mid-journée, mais on est capable de vous produire du flux, du Kling, du runway, donner des astuces. Et donc dans In Data Veritas, on a mis tout ce qui est coulisses de ces histoires-là, c'est-à-dire que personne ne va vous expliquer comment on fait. Donc du coup, ils ne vont pas vous donner leurs recettes, même Alexandre ne donne pas ses recettes, il vous dévoile quelques pistes et surtout comment il a monté les différents modules de façon à ce que ça donne un résultat acceptable et esthétique. Voilà, Alexandre, lui, tient beaucoup à l'esthétisme, moi, je tiens à l'efficacité. Voilà. Eh ben c'est cool, c'est une super introduction. Non, mais justement, tu parlais donc de Géniart et de Nicolas Géniart, qui intervient d'ailleurs assez souvent aussi dans les lives, les lives Y'a plus qu'à. Et lui, ouais, c'est vrai que c'est un pro de mid-journée. Et ce qui est, il n'y a pas que lui, mais en tout cas, ce qui est vraiment génial avec ces pionniers, parce que toi, Alexandre aussi, tu fais partie de ces pionniers, c'est que tout ce que vous apprenez, en fait, derrière, vous le restituez de la manière la plus didactique possible. Donc effectivement, peut-être que vous avez passé des journées et des nuits entières à essayer de plier tel ou tel outil, et une fois que vous avez réussi à trouver le bon prompt, de réussir le bon résultat, en fait, qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites, c'est vous le partagez. Vous dites, regardez, j'ai réussi à faire ceci avec telle et telle itération. Donc ça se passe effectivement sur ce Discord, mais en fait il y a plein de lieux également dans le web francophone, anglophone évidemment, mais dans le web francophone, je trouve qu'on est plutôt pas mal aussi pour justement faire progresser ceux qui n'ont peut-être pas effectivement votre temps et votre talent. Moi j'en fais partie. Tu vois, Augustin, tu dis t'es pas du tout un artiste. Alors moi pour le coup je suis pas du tout un artiste, mais Alexandre le disait, ce qui est incroyable avec les IA génératives depuis maintenant 2 ans, c'est que la création et on va dire de la scénarisation jusqu'à la réalisation, en fait maintenant elle a la portée de tout le monde, à condition qu'on y mette les efforts, et on va en parler aussi, peut-être on va donner des conseils pour ceux qui souhaiteraient se lancer. Moi je suis passé par là, moi j'ai eu la chance d'avoir un mentor comme Alexandre, mais c'est vrai que les débuts peuvent être compliqués parce que, et peut-être que tu vas nous le raconter, Alexandre, il y a quand même ce prompt, cette science du prompt, cette ingénierie du prompt, pour reprendre cette expression de prompt engineer, qui reste encore aujourd'hui en septembre 2024 importante. Aujourd'hui, effectivement, je ne vais pas dire le contraire, il faut passer par des prompts pour pouvoir demander à une IA de faire une image, de faire du son, alors un peu moins le son, mais la vidéo, oui, il faut aussi passer par des prompts. Mais toutes les IA ont compris que s'ils voulaient avoir plus de public, il fallait que ces prompts se démocratisent d'une façon ou d'une autre. Donc, dans la plupart des nouvelles IA, il y a un générateur de prompts. Donc, on met quelques mots en disant « je voudrais la tour Eiffel et qu'une femme se balade dans Paris » et ça peut suffire. Parce que derrière, le générateur d'IA va fabriquer le prompt qu'on aurait dû écrire. Et puis, comme les prompts ne sont pas toujours compris de façon très précise, si tu dis je veux une femme qui se balade dans Paris, elle a des chaussures rouges, elle porte une jupe bleue, et quand elle avance, les pavés se dérobent sous elle, il va peut-être pas tout comprendre en fait. Donc l'IA, elle est capable de simplifier un petit peu les choses et de dire bon attends, je serais pas capable de générer tout ce que tu viens de me dire, ce que je suis capable de générer, je vais l'écrire. Et c'est ça qu'on va garder. Donc déjà, il y a une assistance au prompt qui change tout. Et je fais le pari que dans très très peu de temps, ça sera bien plus qu'une assistante, ça sera vraiment automatisé. C'est-à-dire qu'on comprendra tout de suite avec quelques mots ce qu'on veut faire et on pourra, avec par exemple une brosse, ça aussi c'est une nouvelle technologie où il n'y a pas de prompt, c'est-à-dire on dessine un objet et on met une flèche en disant cet objet va de gauche à droite. Ça, c'est pas un prompt, c'est une flèche qu'on a dessinée sur l'écran. Et les toutes nouvelles générations d'IA font ça aussi. C'est-à-dire vous dites tiens, le ballon, faudrait qu'il monte vers le ciel et puis qu'il redescende sur terre. Bah, si vous le faites en prompt, il va rien comprendre. Si vous dessinez le ballon avec une petite flèche pour lui montrer vers le haut et une flèche qui redescend vers le bas, et ben l'IA va calculer ça. Donc déjà, c'est plus un prompt, ça, c'est autre chose. Donc quand je dis les prompts, c'est pas l'avenir de l'IA, bien au contraire, c'est pour toutes ces raisons. Le dessin, la compréhension automatisée par l'IA, et puis je pense que les IA vont être de plus en plus malines, et c'est elles qui vont nous proposer. Vous savez, quand on est sur Perplexity, on a des questions à la fin d'un texte. Et bien là, on aura des questions sur la vidéo des prompts. On va nous dire, est-ce que tu veux que ton personnage continue d'avancer dans la ville de Paris ou est-ce que tu veux qu'il se retrouve à Marseille? Et là, on choisira Marseille, hop, le personnage sera à Marseille. Il n'y aura pas besoin d'écrire le prompt. Donc, je crois qu'il y a une assistance par les IA qui vont faire que l'erreur de la qualité du prompt va être fortement diminuée. Et
Augustin avait 100% raison aussi. J'ai assisté et j'ai participé même à une bataille de prompt cet été. La bataille de prompt, on avait 7 minutes à partir d'un brief qui nous était donné pour réaliser une image et on avait le droit à tous les moyens possibles et imaginables. Eh bien, on avait tous les trois, ceux qui ont fait la bataille, eu le même réflexe. On s'est fabriqué un bot qui fabriquait les prompts. Donc, je mettais mes mots-clés comme je voulais et mon bot me fabrique mes prompts. Et franchement, la qualité des prompts est formidable. Et d'ailleurs, grâce aux équipes de GeniArt, justement, pour ne pas les citer, qui m'a donné des petits trucs. Et tous les petits trucs qu'il m'a donné, de qualité de prompt, de mid-journée, je les ai mis dans mon bot. Et donc, c'était automatique après. Donc, si je donne le bot à quelqu'un, il n'a plus besoin de savoir écrire un prompt, il a juste besoin d'utiliser mon bot. Donc, c'est pour ça que je mets un bémol à l'usage des prompts. Donc, oui, aujourd'hui, on écrit des prompts, mais c'est pas du tout l'avenir de l'IA. Mais pas du tout. C'est mon point de vue. Hein. Non, mais tu as entièrement raison. Mais là, tu parles de graphisme et de vidéo. Dans tout ce qui est production texte, le prompt, c'est le cœur du système. Voilà. Je peux avoir le même point de vue, c'est-à-dire que on peut regarde la qualité des reprises des prompts maintenant dans certains logiciels, ça commence. Perplexity le fait, et puis moi j'ai des petits plugins qui le font à notre place. Je pense que l'avenir c'est pas qu'on connaisse des prompts et qu'on écrive bien. L'avenir c'est qu'on je te parle pas d'écrire des prompts, mais aujourd'hui, c'est le cœur. Des choses comme Perplexity. Perplexity, c'est un navigateur qui va remplacer Google. En tout cas, c'est mon avis et c'est sûrement celui d'Alexandre. Donc, ces outils, ils nous permettent, et là, bientôt, on a la voix. Et donc, si les grands méchants américains nous livrent tout en Europe sans faire une partie restreinte pour l'Europe, on va pouvoir poser des questions. C'est les grands méchants européens qui arrêtent de nous casser les pieds en nous interdisant tout. Hein. Moi, je le vois plutôt comme ça pour l'instant. Tout à fait. Mais donc, en pratique, voilà, Apple nous donne pas tout. Mais parce que l'Europe a interdit plein de choses. Alors, les amis. Avant de rentrer dans, en fait, on va pas rentrer dans ce débat, effectivement, sur Europe versus États-Unis. On fera un autre talk. Mais pour revenir sur les outils en eux-mêmes, donc peut-être pour parler des principaux. Donc, bon, ChatGPT, c'est vrai qu'on commence à le connaître. Augustin, ChatGPT, en fait, c'est quoi? C'est une méta-IA générative, parce qu'en fait, à partir de ChatGPT, tu peux avoir accès à d'autres outils créatifs, donc tu peux en faire ta base centrale, c'est ça, Augustin? Alors, ta base centrale, oui et non. Moi, j'utilise ChatGPT parce que je le connais bien. Maintenant, il y a une version qui permet de faire des mathématiques qui vient d'arriver, mais elle permet de faire moins d'autres. Si vous utilisez un LLM, donc c'est une IA, elle permet. Il y en a qui sont spécialisés dans les mathématiques, il y en a qui sont spécialisés dans le texte. Là, je vais vous poser quelque chose qui s'appelle POE, où vous allez pouvoir aller et tester différentes LLM. Donc, vous allez pouvoir aller sur n'importe quoi. POE.com, je le dis parce que ce sera ensuite disponible en audio. Là, tu nous le mets dans le chat, effectivement, mais POE.com. C'est ça, POE.com. Voilà. Et à partir de là, vous testez ce que vous voulez. Mais ChatGPT, toi, effectivement, tu en as l'habitude. Mais quand je disais que c'était une méta-IA, c'est parce que ChatGPT, ça te permet d'avoir accès à DALL-E. Ça te permet aussi, quand tu as la version payante, de pouvoir installer des plugins, tu vois, avec, par exemple, Zapier, avec la suite Office. Enfin, tu vois, c'est que tu peux commander à ChatGPT des réalisations qui auront lieu sur d'autres logiciels et d'autres outils. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT, pour débuter, on utilise ChatGPT pour du texte. On peut lui demander de faire des dessins via DALL-E. On peut lui demander d'analyser un PDF. On peut lui demander d'analyser une vidéo et de faire un reporting tel que vous le voulez. C'est-à-dire, vous voulez un fichier Excel, pas un fichier Excel, mais un tableau Excel. Il va vous donner un tableau Excel. Si vous voulez des listes à puces, il va vous faire des listes à puces. Et si vous voulez mâcher votre travail pour faire du PowerPoint, l'équivalent de PowerPoint du type Gamma, il peut le faire aussi. Ok. Alexandre, est-ce que ça vaut toujours le coup, ChatGPT en version gratuite? Alors, si vous voulez écrire une thèse et que vous demandez à votre enfant de 5 ans de vous aider, ça vaut le coup. Si vous la considérez que cette IA elle a à peu près le cerveau d'un enfant de 5 ans par rapport aux versions payantes.
Donc malheureusement non, je réponds non. C'est en fait souvent la frustration que les gens ont, c'est quand ils utilisent la version payante et disent oh là là, elle est nulle cette IA, elle a pas fait le job. Bah oui, mais si vous demandez à la mauvaise personne parce que vous n'avez pas payé, que vous n'avez pas accès au bon LMM, évidemment que c'est nul. Donc si vous changez de version en payant, déjà vous n'avez pas du tout, mais pas du tout les mêmes résultats. Et comme vient de l'annoncer aussi Augustin, il y a encore de nouveaux modèles qui sont arrivés pour l'instant en payant. Hein. Souvent il y a des versions light en gratuit, donc c'est bien. Mais si vous utilisez les mauvaises versions des LMM, c'est sûr que voilà, le LMM qui est utilisé aujourd'hui souvent dans ChatGPT en gratuit, c'est un LMM qui a 5 ans. Donc imaginez ce que ça veut dire 5 ans en termes d'IA, quoi. C'est la préhistoire. C'est la 4O qui est passée gratuite là. Alors maintenant la 4O est passée gratuite, donc c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux quand vous utilisez la 4O. Mais j'ai constaté que d'abord ça fonctionnait pas sur tout le monde et que les résultats étaient quand même assez légers. Donc peu importe, c'est pas le débat. Le débat c'est que il existe plein de moteurs, plein de LMM, large langage modèle, c'est-à-dire le cœur des réacteurs de ces les bases de données, voilà pour résumer. C'est plus que ça. Hein. Oui, mais base de connaissances. Algorithmes, c'est beaucoup de choses. En fait, c'est le cœur du réacteur. C'est grâce à ça qu'elle fonctionne. C'est ça qui a été entraîné. Et quand vous faites une requête, quand vous faites un prompt, ce prompt va interroger cette base de données dont tu parles, qui va répondre après plein de choses. Donc, ce qui a changé, par exemple, c'est le multimodal. Donc, ça veut dire qu'on peut interroger la base non pas avec du texte, mais comme le disait aussi Augustin, avec une vidéo, avec du son, avec une image. Si vous envoyez une image à ChatGPT et vous lui dites qu'est-ce qu'il y a sur cette image, non seulement il l'analyse, mais vous pouvez en créer une autre à partir de l'image que vous avez envoyée. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec du multimodal. Donc, pour revenir à la vraie question initiale que tu posais, est-ce que c'est un peu le début ChatGPT, est-ce qu'on en a besoin dans toutes les IA génératives? Là, oui, j'ai envie de répondre oui, parce que c'est quand même elle qui est quand même souvent capable de rédiger, si on reste encore dans l'ère des prompts, le meilleur prompt. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on peut lui demander de réécrire le prompt. Même si on ne sait pas l'écrire, on lui dit écris-moi le meilleur prompt pour telle vidéo, pour tel logiciel d'image, pour tel logiciel de son. Et souvent, ce qu'elle sort, c'est plutôt très bien. Et si c'est pas suffisant, vous lui donnez le lien du mode d'emploi de l'outil que vous voulez utiliser, et tu lui dis réfère-toi à ce lien-là pour m'écrire le prompt qui correspond à ce dont j'ai besoin. Et ça marche. Souvent, ça fonctionne très bien. Donc, on peut utiliser ChatGPT comme source de création de prompts, en attendant que les prompts soient automatisés partout, sachant que toutes les IA ont intégré souvent un moteur qui accède à ChatGPT à l'intérieur même de leurs IA. Parce que quand je vous disais tout à l'heure qu'avec quelques mots, ça réécrivait un prompt, bah, ça le réécrit pas par l'opération du Saint-Esprit. Ça le réécrit parce que c'est connecté à ChatGPT. Alors, pardon Augustin, mais je vais juste compléter ce qu'il vient. Vas-y Augustin, vas-y. Bon, excuse-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que, comme l'a dit Alexandre, on peut demander à ChatGPT d'améliorer son prompt. Une fois, on a écrit son prompt, on lui a demandé de le réécrire, et là, on lui dit qu'est-ce que tu aurais mis toi pour que ça aille mieux et que ça soit le plus efficace possible, et il va vous faire le prompt qui va bien. Voilà, je te laisse continuer. Non, pas de souci, merci Augustin. Est-ce que l'idée, c'est d'aller au-delà de ChatGPT, parce que je pense que ChatGPT, c'est un nom de plus en plus connu. Donc, je pense que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent vont se dire bon, ok, il y a pas vraiment de nouveauté de côté de ChatGPT. Mais disons que le côté obscur, en tout cas, de cette émergence, effervescence autour des IA génératives, c'est qu'il y a plein d'outils, et que quand on se retrouve confronté, tu vois, un peu à ce mur, tu vois, des IA génératives, on sait finalement pas trop par quoi commencer. On a parlé de Midjourney. Donc Midjourney, c'est une IA sur la création d'images. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec Midjourney, Augustin? Des Midjourney, on peut tout faire. On peut tout faire de plus que par rapport à DALL-E, c'est évident. DALL-E, en fait, chaque IA générative est spécialisée dans quelque chose. Voilà, si vous voulez avoir de l'hyperréalisme, vous allez prendre Mystic 2, qui fait des choses fantastiques. Si vous voulez du basique ou du manga, vous allez prendre Niji sur Midjourney. Et voilà, de même sur tout ce qui est prompt texte pour produire du texte. Donc effectivement, il y a ChatGPT, mais il y a aussi Mistral, le chat Mistral, et vous avez Claude 3 qui est lui très très bon pour produire du français. Faut pas oublier que ChatGPT c'est OpenAI et donc c'est américain. Si on veut vraiment aller vers du français, Claude 3, même s'ils sont pas français non plus, produit vraiment du bon français. Gemini aussi, hein, l'IA de Google. Ouais. Gemini, pas mal, hein, non? Qu'est-ce que tu en penses, Augustin? Enfin, Alexandre aussi. Vas-y, Augustin, et ensuite Alex.
Ah, moi, j'aime pas, mais Ok. chacun ses goûts. Très bien. Chacun ses Alexandre? goûts. Non, ben effectivement, on peut. Je trouve que Gemini progresse très vite. Ils ont des gros modèles. En fait, il y a souvent 3 modèles. Il faut comprendre ça déjà. Il y a un tout petit modèle, c'est-à-dire ils ont beaucoup moins de paramètres à l'intérieur. Il est beaucoup plus rapide et il est beaucoup moins cher à utiliser. D'accord? Parce que souvent, je vais reparler après des prix. Donc, il y a le petit modèle, il y a le moyen modèle, qui est celui qui reste parfois gratuit ou pas, parce que c'est souvent le petit qui l'est. Et il y a le très très large, qui lui est bourré d'informations et qui coûte beaucoup plus cher à maintenir et qui coûte souvent plus cher quand on l'utilise connecté avec une API. Donc c'est ça. Et donc quand c'est payant, souvent on a accès au grand modèle, le très très grand. Et donc chez Gemini, il y a un très très gros modèle qui lui, Gemini Advanced, etc., qui lui fait quand même le job. Hein. Et puis il progresse vite, quoi. Ils nous disent pas les mises à jour, mais il y en a tout le temps. Voilà. Hier, Facebook a annoncé aussi une version améliorée de ces modèles. On a des modèles open source chez Facebook, donc c'est quand même très intéressant aussi de suivre ce qui se passe de ce côté-là. Donc la course au modèle, elle change tout le temps et ça s'améliore. Une des choses que fait très très bien Claude, même c'est ce qui fait le mieux, je trouve, c'est de pondre du code. C'est-à-dire que si vous voulez faire une application aujourd'hui, si vous allez sur Claude, il y a carrément une partie qui permet de le faire et vous allez avoir votre application qui va fonctionner en temps réel parce que vous avez demandé par un prompt de vous fabriquer cette application. Ça, Claude est vraiment très fort sur ce sujet. Alors Claude, hein, c'est comme on est effectivement à l'oral, donc Claude, c'est le prénom Claude. Hein. Voilà, c'est comme Claude, Jean-Claude. Hein. Voilà, donc vous tapez Claude et vous aurez accès effectivement à cette IA. Je crois qu'on est à Claude 3, c'est ça, Augustin? C'est Claude 3? Oui, Claude 3 avec différentes variations, dont la plus efficace est sonnet, comme un sonnet. Très bien. Alors, on redit, ChatGPT, voilà, c'est la base, c'est le taulier. Vous pouvez effectivement aussi essayer Gemini chez Google, Google qui a bien accéléré aussi sur l'IA, en tout cas sur la démocratisation de ces outils. Au niveau du graphisme, Midjourney est toujours incontournable. Midjourney, alors juste pour qu'on précise bien, il permet de faire quoi? Il permet de générer des images, il permet de générer également de la vidéo. Qu'est-ce qui... Non, c'est que des images, hein, on est d'accord, Alex. Oui. Dans chacune des conférences que fait, alors ce qui est génial chez Midjourney, c'est que toutes les semaines, vous avez le président de Midjourney qui vient faire une conférence en expliquant où est-ce qu'il en est de l'avancée des nouveautés et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc toutes les semaines. Alors il nous tient en haleine. Alors il y a les puristes qui nous disent qu'il nous tient un peu trop en haleine et que ça n'avance plus, mais je crois que c'est coutumier du fait de tous les générateurs d'IA. Hein. Oui, mais des fois il parle des tongs, donc évidemment. Ouais. Là, il nous a quand même annoncé que oui, les modèles d'IA génératifs de vidéo allaient fonctionner prochainement, c'est pas ce que ça veut dire, et la 3D. C'est-à-dire que ce qui est un peu lié à la vidéo, c'est la 3D. Si ça bouge, en plus, ça devient de la vidéo 3D. Et donc, il est en train de travailler sur ces deux sujets. Mais pour l'instant, à l'heure où on parle, Midjourney ne fait que des images, rien d'autre. Donc, il y aura de la vidéo parce que c'est quoi une vidéo? C'est 24 images par seconde, en tout cas en France. Donc, c'est 24 images générées par une IA. Donc, la vidéo va arriver, c'est sûr, parce qu'il a des concurrents violents qui sont en train de prendre une place très importante de ce côté-là. Et jusqu'à maintenant, quand on faisait une vidéo pour la faire de qualité, il fallait d'abord faire une image chez Midjourney. Et une fois qu'on avait cette image, l'envoyer au générateur de vidéo. En partant de cette image, la vidéo se réalisait. Ça, c'est en train de changer. Kling vient de lancer une version qui est tellement incroyable qu'à partir d'un simple texte, on n'a plus besoin. C'est la première fois depuis que je fais de la vidéo depuis 2 ans où je ne passe plus par Midjourney pour fabriquer mes vidéos. Alors, justement, Alex, pardon, parce que justement, il faut qu'on essaie de pas être trop jargonneux. Donc, pour faire les grandes statues, ouais. Tu as fonctionné à partir de Midjourney. C'est-à-dire que tu as généré tes visuels, en tout cas tes modèles sur Midjourney, et ensuite tu les as donnés donc à Kling pour que il les interprète, pas qu'à Kling. Non, pas qu'à Kling, voilà. Pas qu'à Kling, mais pour qu'en fait, il parte de cette vidéo, de cette image, donc des personnages, de l'environnement que tu as créé sur Midjourney, pour ensuite l'interpréter dans des vidéos de 3, 5, 10 secondes. 5 secondes. Les vidéos font pratiquement toujours 5 secondes et on peut les extendre à 10 secondes quand on est satisfait de la première vidéo. Aujourd'hui, on fait donc 24 images x 5, c'est ça qu'on génère en fait quand on fait une vidéo. D'accord? Donc aujourd'hui, tu as raison, on fait une belle image. En fait, je vous explique pourquoi. Tu as raison, pour pas être jargonneux, on va expliquer, c'est très simple. Quand on faisait un prompt en disant à la vidéo, fais-moi une femme qui marche dans Paris. Jusqu'à maintenant, la femme qui arrivait, elle était pas terrible.
Et donc, elle marchait dans Paris, mais elle partait d'une image qui était déjà pas terrible. Quand on demande à du Midjourney de nous faire une femme qui marche dans Paris, on peut obtenir un truc extraordinaire. Donc, quand on donne à la vidéo le fait de dire, maintenant que tu as cette image, calcule-moi les images suivantes à partir d'une belle image de départ, on obtient des résultats qui sont canons. Si l'IA n'est pas capable de générer la première image de départ, ce qui était le cas des images vidéo, et c'est là la force de Midjourney, c'est qu'elle te génère la première très belle image. Voilà pourquoi on utilisait Midjourney jusqu'à maintenant. Et ce que je suis en train de dire, mais c'est tout récent, ça date d'il y a une semaine. Depuis une semaine, j'arrive à générer ma première très très belle image directement depuis l'outil qui fait ma vidéo. Jusqu'à maintenant, je pouvais pas. Chaque fois que je lui demandais de dire fais-moi la femme qui marche, c'était pourri, c'était pas terrible du tout. Et donc je revenais à Midjourney, je faisais ma belle image et je lui disais maintenant que tu as une belle image, calcule-moi les autres images. Maintenant, j'ai plus besoin. Dans Kling, la nouvelle version, quand je tape mon prompt, j'obtiens ma femme qui marche dans Paris. Est-ce que si tu veux, je peux même te montrer ce qu'on obtient là aujourd'hui sur la préparation de mon nouveau film. Je suis en train de faire un truc, même moi, je ne comprends pas à quel point c'est réaliste, quoi. C'est complètement fou. Et c'est la première fois que j'utilise pas Midjourney. La première fois. Alors, justement, Augustin, pour Oui. rebondir sur ce que vient de nous dire Alexandre, sur la vidéo pure, donc il y a une autre IA qui est très connue qui s'appelle Agen. Alors pourquoi Agen est très connu? Parce que ça permet de faire des deepfakes. Donc vous savez, c'est ces fameuses vidéos où vous voyez des personnalités, des célébrités en général, être dans des vidéos. On a l'impression qu'effectivement c'est vraiment elle, c'est vraiment ces personnalités, sauf que ça a été entièrement généré par IA et en général c'est via Agen. Bon, on va mettre de côté forcément toutes les questions autour de l'information, les fake news, l'éthique que ça peut générer, mais Alexandre vient de nous expliquer que il y avait un travail de metteur en scène. Tu prends une image, tu la mets ensuite dans Kling ou une autre. Tu vas lui dire je veux qu'il y ait un travelling, que tu aies un éclairage de ce côté. On le voit bien dans les grandes statues, tu vois, où ça tourne autour des visages, c'est pas toujours les mêmes mouvements. Dans Agen, t'as même plus besoin de faire ça. C'est-à-dire que Agen, tu lui donnes. Voilà, Augustin, tu lui donnes 2-3 minutes d'une vidéo. D'ailleurs, tu peux donner une vidéo de toi-même. Hein. Tu donnes à Agen une vidéo de toi-même. Il va modéliser ton visage, ta façon de parler, et ensuite il va te faire une vidéo complètement réaliste, Augustin. Absolument. En fait, là, tu es en train de parler des problématiques d'avatar. Alors, donc, il y a le personnage. Donc, tu te filmes toi-même et tu te en fait, l'objectif est de passer le moins de temps possible à générer les petites vidéos courtes que tu mets. Par exemple, imaginons un homme politique. Je sais, les hommes politiques. Bon, imaginons un homme politique. Tu le prends en train de se balader dans une rue, de face, à plusieurs endroits, et après, tu lui mets le texte que tu veux dans sa bouche, et il parle. On peut même vraiment synchroniser ses lèvres à la perfection, et donc tu as l'impression que c'est lui qui parle. Donc là, il n'y a pas de deepfake, c'est la personne qui a donné et sa voix. D'ailleurs, il y a des garde-fous pour qu'on ne puisse pas utiliser la voix, et c'est son visage, et c'est vraiment lui. Après, donc le deepfake, c'est tu prends un personnage. Généralement, en fait, ils reprennent des vidéos de TikTok et ils leur font dire autre chose. C'est ce qu'on a vu pour voilà. Et après, bon, ce qu'Alexandre peut continuer derrière moi, puisque c'est un spécialiste, on a aussi toute cette problématique d'avatar. Donc, au début, avec les IA génératives, on avait un problème de consistance, de persistance en fait du personnage. Donc, on utilise un personnage et le personnage, dès la deuxième image, il était plus pareil. Du coup, c'était un vrai problème. Donc là, ce qu'on appelle des LoRa, ça s'est amélioré et c'est vraiment, on y est presque. Donc voilà. Ça reste difficile. Hein. Si on écoute en tout cas ce que nous dit par exemple Nicolas Géniart, hein, qui est un persévérant, ça reste quand même toujours compliqué quand tu veux changer de scène, tu vois, et garder le même personnage. Il y a toujours des imperfections, le regard, les lèvres. Tu vois, il a du mal à garder effectivement ces modèles-là. Mais ça va s'améliorer. Chaque semaine sort un nouveau produit, chaque semaine sort une nouvelle version. On arrive de mieux en mieux à avoir on m'aurait dit il y a 6 mois qu'on aurait des personnages quasiment parfaits d'une image sur l'autre. Il y a 6 mois, je ne l'aurais pas cru. Donc, et aujourd'hui, c'est le cas. Donc,
Les avatars, c'est un monde. D'ailleurs, on a toute une réflexion autour de l'avatar. Est-ce que ça doit remplacer les vrais influenceurs ou pas? Il y a Laurie Zingaretti qui nous a fait une elfluenceuse, donc une elfe, donc avec toute une histoire de Donjons et Dragons. C'est très intéressant parce qu'en fait, elle a une communauté qui la suit et on voit évoluer. Elle utilise de nouveaux produits. Donc au début, c'était de l'image, maintenant c'est de la vidéo. Tu nous redonnes son nom, Augustin? Elle s'appelle Laurie Zingaretti, je vais vous le mettre. Laurie Zingaretti, bon, que vous pouvez évidemment trouver sur Indata Veritas, et puis dans les lives aussi, elle est souvent là. Hein. Oui. Après, elle passe des nuits comme Alexandre à travailler, donc du coup, c'est pas toujours mixable avec un vrai métier, je dirais vrai. Nous, c'est parce qu'on fait que ça, donc évidemment. Avec des horaires de bureau, voilà ce qu'on va dire. Des horaires, exactement. Alors, on continue avec les IA. Donc, Agen, on vous recommande effectivement si vous voulez créer des vidéos à partir de vrais modèles. Donc, on parlait des personnalités parce que c'est pour ça que c'est connu, mais ça peut être aussi avec vous. Hein. Vous pouvez lui donner une vidéo de vous-même et il va reprendre votre. Non, Alexandre, tu voulais dire? Mais tu as raison, mais je voudrais préciser un truc parce pour pas que les gens mélangent. Les vidéos dont on parlait jusqu'à maintenant, c'était des images qui étaient générées à partir soit d'un prompt, mais qui n'existait pas avant. C'est pas, on prend un personnage et on le fait parler. C'est très différent. C'est une autre race d'usage d'outils, tu vois. Donc, Agen, c'est un des outils qu'on peut utiliser pour créer un personnage et le mettre dedans. Mais il va pas créer le personnage, Agen. Il n'y a pas d'IA générative du personnage. Il y a une IA générative de la personne physique qu'on lui a envoyée. D'ailleurs, on peut lui envoyer une image mid-journée avec une tête et on va lui demander de l'animer. D'accord? Donc, c'est pas tout à fait la même catégorie. Je peux pas dire à Agen, fais-moi une personne qui marche dans Paris et qui parle. Ça marchera pas. Il sait pas le faire. Mais par contre, je peux lui donner peut-être les 10 secondes que tu as fait dans Kling, tu vois, avec ton personnage généré. Tu as généré ton personnage et ton univers dans Midjourney. Tu l'as ensuite mis en vidéo dans Kling. Tu peux dire à Agen de prendre ça comme référence pour ensuite te créer une vidéo d'un discours ou une vidéo un petit peu plus longue avec une voix. Tu peux faire ça? Pas comme tu le décris, en fait. C'est un peu différent. Vraiment, Agen, c'est j'ai un personnage avec un avatar et je le fais parler. La tête de l'avatar, c'est soit moi, soit quelque chose qui a été généré, mais je fais parler un avatar. Je ne génère pas l'avatar. Alors, ce qui génère comme avatar, c'est pas du tout du niveau des autres, tu vois. Donc, c'est pas le même concept. Quand tu crées une séquence avec un avion qui vole, une voiture qui roule, une moto ou quelqu'un qui marche, tu peux pas le faire dans Agen, ça. Ça marche pas pour ça. Tu comprends? Donc, c'est vraiment c'est un autre outil, mais c'est très, très bien. Et on en a besoin et c'est un des meilleurs outils pour faire parler un avatar, pour la synchro labiale, par exemple, tu vois. Mais toutes les IA dont je parle ont aussi créé maintenant leur synchro labiale. Et pour revenir sur la persistance vidéo, je mets dans le chat là tout de suite, ça s'appelle rendernet.ai. C'est un peu le meilleur aujourd'hui pour avoir des caractères que tu reproduis plusieurs fois à l'infini dans différentes scènes. Donc quand tu veux créer ton influenceur, c'est un peu le meilleur, lui. Donc, tu es d'accord au dessin? Des personnages, caractères. Augustin, on va donner d'autres noms d'IA à tester. Alors, une IA que la communauté Indata Veritas aime bien, c'est Runway Gen 3. Alors, pourquoi cette IA elle est appréciée par les IA artistes? Parce qu'elle permet de faire des effets spéciaux. C'est ça, Augustin? Entre autres. Ça permet, en fait, en matière de vidéo, la meilleure, c'est Runway. Voilà. Au départ, sur les... Oui. Chacun fait des énormes progrès hein, en ce moment. Enfin, Kling, moi, je suis complètement fou. Là. J'étais sur Runway comme toi jusqu'à maintenant. Et là, Kling a fait un tel produit. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, mais Kling, ça reste chinois, quoi. Ça, c'est un autre débat. Ça. Attends, c'est un autre débat. Je suis d'accord avec toi, mais bon, est-ce que si on lui parlait chinois, avec des prompts chinois, ça irait mieux? Oui, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Moi, je l'ai fait. Ouais. C'est ce que je fais. Donc, voilà. Oui, tu as raison, ça va mieux quand tu fais un prompt chinois. Donc, pour réaliser pour la partie vidéo, donc on va dire, il y a ce duo Kling Runway, voilà, que vous recommandez tous les deux. Exactement. Luma, Luma, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert Luma? Pareil, c'est un concurrent. Alors, la force de Luma jusqu'à maintenant, elles sont à chaque fois que quelqu'un sort dans ces logiciels, hein, à chaque fois que quelqu'un a une fonction, bah l'autre essaie de la faire. Donc, par exemple,
pourquoi j'utilise l'humain en préférence quand j'en ai besoin, c'est pour partir d'une image et arriver à une autre image. Imagine, je vais te dire, j'ai une tasse de café à gauche et à droite, j'ai 2 tasses de café. Si je veux transformer ma première en 2, voilà, c'est ça. Où je pars d'un, je sais pas, d'un homme normal et ça fait un loup-garou sur la deuxième. Donc, je vais faire une image dans Midjourney qui va être un homme normal. Je vais faire un loup-garou dans Midjourney qui va être réalisé comme une image. Et je vais demander à l'humain de m'interpoler les images entre. Il va partir de la première image et finir sur la deuxième image. Et ça, c'est canon. L'humain le fait très, très, très bien. Bon, une image de début, une image de fin. Oui, ça, c'est ce que, pour l'instant, c'est l'humain qui le faisait le mieux. Pour l'instant. Mais tous les autres sont en train de le faire. Souvent, les autres, ils font que l'image de fin. Tu lui dis, ma séquence doit finir, mes 5 secondes doivent finir sur l'image de fin. Ou alors, ma séquence doit démarrer depuis l'image de début. Mais l'humain, lui, savait faire les deux, début et fin. Et on arrive à faire des choses très cohérentes. J'ai fait énormément de vidéos grâce à ça. Donc, dans les grandes statues, effectivement, il y a des moments où j'ai besoin d'avoir une image de début, une image de fin. Le meilleur moyen de réaliser quelque chose qui fonctionne bien, c'est l'humain. Bon, vous avez dit que c'était un grand mix, hein. Donc effectivement, il faut additionner les outils. En tout cas, aujourd'hui, en septembre 2024, on en est toujours là. On va partir. Est-ce que je peux montrer quand même une image de qualité d'aujourd'hui? Parce que jusqu'à maintenant, on a vu des images d'avant, même les images. Je voudrais vous montrer ce que je suis en train de générer. Est-ce que je peux partager mon écran? Est-ce que ça marche? Oui, bien sûr, vas-y, évidemment. Donc là, on voit effectivement une jeune femme sur son smartphone devant la Tour Eiffel. Voilà, ça, j'ai jamais réussi à le faire avec aucune autre IA. Regardez bien. Voilà ce que j'obtiens. Regardez le visage de cette personne. D'accord? Là, on commence à avoir du réalisme qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Regardez le visage de cette personne que j'ai généré. Et là, je suis pas passé par Midjourney. Regardez l'expression. Si je vous le dis pas, dans un certain contexte, ça pourrait être une vidéo Instagram et vous pourriez pas imaginer que c'est faux. C'est faux. Ouais. Donc là, je continue. Regarde. Regarde les images. Je vous en montre quelques-unes comme ça. Il y en a pas beaucoup encore. Mais pour vous montrer le réalisme. Et ça, je pouvais pas le faire jusqu'à maintenant. Alors, même sur des personnages un peu rigolos, je les génère là-dessus aussi. Vous voyez le réalisme que j'obtiens, juste un prompt. Avant, il fallait que je passe par Midjourney. Maintenant, c'est fini. On voit un koala en train de boire un cocktail sur la plage. Et ouais. Regarde cette personne, je vous parlais de Paris. Voilà, regardez. Elle vient de lire un message. Elle est triste. Et ça se voit vraiment. Regardez une influenceuse de Dubaï qui marche dans son appartement. Ben, je me méfie de pas savoir que c'est une fausse, quoi. Et la dernière image que je vous montre, mais j'en ai fait plein d'autres, une femme qui apprend une nouvelle au téléphone et vous voyez le résultat. Ouais. Donc, j'ai généré déjà quelques centaines d'images et je suis en train de préparer un film. Vous avez vu donc quelques petites séquences microscopiques de tout ce que je suis en train de faire. Et vous voyez, c'est quand même pas la même chose, quoi. Même dans les grandes statues, je suis loin de faire ça. Donc là, parce qu'on va être écouté en audio, donc juste pour expliquer ce qu'on vient de voir, on a donc tu nous as pas montré que des images, en fait, tu nous as montré des petites séquences vidéo de quelques secondes où on voyait une situation et notamment ce qui est frappant, c'est vrai que la qualité des expressions des visages humains qui jusqu'à présent, on peut dire ça, hein, Augustin, c'était perfectible, hein, les visages, les yeux, les expressions, on voyait que c'était pas très abouti. Là, ce que vient de nous montrer Alexandre, effectivement, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que c'est une IA? Tu vois, est-ce que c'est vrai? Et Renoir, ils vont le faire, mais ils le font pas encore, ça. J'ai jamais vu une image comme ça. C'est ça. Et revenez dans 15 jours, on aura mieux. Exactement. Exactement. Mais tant mieux. Alors, on va quitter la vidéo pour aller vers le son. Parce que, donc, ça, je sais que c'est une IA que t'aimes beaucoup, Alex, qui s'appelle Suno. Donc, c'est S-U-N-O. Et ça, c'est une IA qui permet de générer de la musique, des chansons, et c'est incroyable. On peut le dire, Alexandre, c'est incroyable. Suno, c'est incroyable. Bah, Suno, ce qui est assez étonnant quand je fais une formation, c'est que les gens, quand l'orateur il est bon, je parle pas de moi, parfois quand on envoie des orateurs, Louis, et qu'ils sont applaudis, on est fiers d'avoir envoyé cet orateur face à nos étudiants, d'accord? Eh bien, j'ai plus d'applaudissements avec Suno qu'avec n'importe quel autre produit que j'ai fait dans toute ma vie. C'est-à-dire, vous faites une chanson en temps réel, c'est ce que j'aime bien faire dans les cours. On fabrique une chanson en temps réel, et là, les gens, à la sortie de la chanson, ils applaudissent, quoi. Et ça, c'est assez fou. Sur les films, ça marchait pas, ils trouvaient ça sympa, mais ils applaudissaient pas. Là, depuis quelques séquences que je fais, j'ai fait quelques séquences avec des nouvelles IA, et ils applaudissent aussi à la fin. Donc, on est quand même sur un niveau d'émotion, parce que souvent, on dit c'est froid, les IA, ça n'a pas d'émotion, ça génère rien du tout. Ben, si, ça commence, hein. Et donc, Suno,
c'est un logiciel qui est concurrent. Alors il y en a plusieurs des logiciels. Je vais vous donner moi aussi un lien dans quelques secondes avec toutes les IA qui fabriquent des musiques. Mais alors il y a Udio. Alors on peut peut-être en citer au moins une. C'est Augustin qui nous met ça dans le chat. Il y a Udio, donc UD. Il y en a plein d'autres. Voilà, qui est pas mal aussi. Alors moi, je dois dire que j'ai un gros coup de cœur pour Suno, mais comme tu dis, Alex, et il y en a plein d'autres. Udio, c'est à essayer aussi. Voilà, c'est à essayer aussi. Peut-être plus pour les DJ, non? C'est ça. C'est peut-être plus Augustin. Non, en fait c'est un peu plus rock. Et il y a des gens qui sont des puristes et qui disent Udio, le son est mieux, etc. Alors c'est plus ou moins vrai. En fait, c'est les goûts et les couleurs. C'est une question un peu différente. C'est vrai que c'est très 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 réaliste Udio. Udio, ils sont arrivés après Suno. C'est très 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 réaliste. Mais là, je viens de vous donner un article où j'explique comment on peut créer une chanson. J'ai animé un atelier il y a quelques semaines sur ce sujet-là. Et il y a la liste des autres IA et il y a même la liste des prompts très pro. Parce que avec une IA comme Suno, on peut lui dire je veux un solo de guitare, je veux une introduction avec du violon et je veux qu'à un moment il y ait des chœurs avec des chansons. Mais là, c'est vraiment une histoire de prompt. Augustin, je vais te donner raison à ce moment-là. Et j'ai écrit quels étaient les prompts que vous pouviez utiliser dans cet article. Donc, si vraiment vous voulez faire une chanson sympathique, vous avez besoin de rien. Vous tapez un texte, vous lui demandez de vous créer votre chanson, elle va le faire. Vous demandez à ChatGPT de vous faire les paroles et vous les envoyez à Suno, elle va vous faire la chanson avec les paroles que vous avez envoyées. Ou alors, vous voulez faire des choses très pointues, très sophistiquées. Et là, je vous invite à regarder cet article et à prendre les prompts qui sont dedans. Et vous pourrez tout faire quasiment comme si vous aviez des compositeurs à côté de vous. On peut même séparer les pistes maintenant. On peut avoir la voix et les musiques. C'est pas parfait, mais voilà, on attend la suite pour que ça le soit. Donc, vous pouvez très bien composer votre chanson vous-même et puis aller avoir des musiciens pros et dire maintenant, tu vas me faire une ligne de basse qui est plus sympa. Et comme on aura séparé les pistes, on pourra carrément faire une chanson composée à la fois par des IA et à la fois par des artistes musiciens normaux, pas des IA. Et écrite par ChatGPT. Oui, c'est ça. Oui, ce qui marche bien, d'ailleurs, encore une fois, on parle à date, septembre 2024, vous écrivez, enfin, en tout cas, vous co-écrivez, on peut dire ça, le texte avec ChatGPT, et ensuite, vous créez la musique avec Suno, à partir de ce texte-là, et ça vous donne une chanson de bon niveau, dont certaines pourraient d'ailleurs passer à la radio sans problème, Augustin. Absolument. On pourrait d'ailleurs lancer Radio IA. Radia, peut-être qu'on pourrait lancer. Ça existe. Et oui, et donc il y a une dernière option, celle qui est encore plus facile, où tu peux dire à Suno elle-même d'écrire la chanson. Et là, tu lui donnes quelques mots-clés, elle t'écrit une chanson avec les mots-clés, donc en fait, elle va sûrement chercher ChatGPT derrière, elle écrit les paroles et elle les envoie dans son générateur de musique, et elle va fabriquer une voix qui va chanter le texte qui a été fabriqué par Suno ou par ChatGPT pour après avoir une chanson. Alors, bon, moi je suis pas du tout un musicien, je le dis, je suis pas du tout créatif, mais je dois dire que notamment les raps en français créés par Suno sont quand même assez incroyables. Il suffit de lui donner un texte avec des bonnes rimes. Merci ChatGPT. Et derrière vraiment ça fait un super rap. Il n'y a pas que ça, mais amusez-vous. En tout cas, Suno et Udio, je pense que ça peut être un bon début. On arrive bientôt à la fin de ce talk. On va donner quelques noms encore d'IA à tester. Augustin, vous avez parlé de Perplexity. Alexandre vous a parlé de Gamma. Donc, on terminera avec ces deux IA. J'aimerais bien que vous nous fassiez un petit peu le profil type de chacune des deux. Mais peut-être que maintenant, parlons un petit peu d'humain et de notre rôle dans tout ça. Grâce à vous, on voit quand même se dessiner ce rôle de pilote, d'architecte, de stratège qu'on a, parce que mine de rien, quand on a envie de faire une vidéo, enfin une image, une vidéo ou même une musique, ben derrière, il faut quand même se projeter. Il faut quand même savoir, pas précisément, mais déjà avoir préparé ce que l'on veut. Tu vois, Alexandre, quand on disait sur ton court-métrage, quand tu veux que la caméra s'oriente dans telle direction, que l'on voit l'éclairage sur le visage, qu'ensuite la scène suivante ce soit celle-ci, bah, il faut quand même avoir un sens, on va dire, de metteur en scène. On peut pas arriver comme ça face à l'IA et se dire bah tiens, vas-y, fais-moi ce que tu veux. Alors oui, on peut le faire, mais on va pas avoir des produits construits et cohérents tels qu'un court-métrage que tu l'as fait, Alex, hein.
Alors oui et non, puisque maintenant il y a une nouvelle race aussi, encore une fois, d'outils qui sont en train d'arriver et qui te permettent de générer ton propre storyboard. Donc tu appuies sur on en a parlé justement dans une émission de In Data Veritas, mais il y a des logiciels qui génèrent le storyboard et qui génèrent après les vidéos. Donc des logiciels de script. Il y en a un qui s'appelle LTX Studio. Tu vas peut-être donner le lien aussi, ou alors je l'ai là et je vais vous le donner. Et donc là, on écrit un texte comme un prompt, hein, exactement la même chose que tout ce qu'on raconte avec les IA génératives. Je vais vous le donner là tout de suite dans le chat. Voilà, LTX Studio. Et là, vous faites quoi? Vous tapez votre texte et ça va vous générer toutes les vignettes du scénario. Ça va générer les voix qu'il faut faire. Ça va générer la musique, les bruitages. Ça va générer toutes les scènes avec, même si on veut un travelling, si on veut un zoom, si on veut une vue de drone. Donc, on va pouvoir générer toutes ces scènes et lui demander de les rendre en vidéo. Donc là, on est dans un tout en un. Ça va vraiment faire d'A à Z l'intégralité des informations. Donc, ça va arriver, tu vois, Louis. Et je vois des réalisateurs du cinéma qui commencent à s'intéresser à ce type d'outils. Et ça, c'est un signe comme quoi on commence à s'approcher de la maturité. C'est pas encore parfait, on est très loin d'avoir tout ce qu'on veut, mais pour quelqu'un qui ne sait même pas composer un film, qui n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'une scène, si vous utilisez le LTX Studio, bah vous arrivez à le faire. Alors justement, Augustin, peut-être que c'est là où on peut distinguer, on va dire les grands amateurs, hein, donc moi je me mets dans cette catégorie-là, de ceux qui ont une utilisation plus poussée et plus professionnelle, et on voit que justement ceux qui vont le plus loin avec les IA génératives sont ceux qui ont déjà une expertise professionnelle. Tu vois, on parlait de Nicolas Géniart, si je me trompe pas, lui à la base il est graphiste. Toi aussi, je veux dire, toi tu es un journaliste, enfin toi en tout cas t'es journaliste de formation, ta profession c'est l'écrit, et en fait l'IA est venue t'accélérer. Donc est-ce que on n'a pas, tu vois, déjà on va dire une frontière qui est en train de se créer entre, on va dire oui, le commun des mortels, c'est-à-dire nous on a accès à des outils incroyables qui nous permettent de faire des choses dont on n'aurait jamais pu, tu vois, on n'aurait jamais pu le faire à part si on se formait pendant 5 ans pour faire la même chose manuellement, et les professionnels que vous êtes tous les deux, Alex et Augustin, qui permettent vraiment d'aller toucher les limites de ces IA. Alors, je vous ai mis dans le chat LHC, qui est fait par Rémi et Arnaud Templier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arnaud Templier s'est mis il y a à peine 6 mois à l'IA. Et en 6 mois, il est devenu incontournable avec une patte. Mais bon, initialement, il a fait 4 écoles de graphisme, l'école Boulle et compagnie. Mais surtout, il a fait toutes les images, toutes les affiches de Luc Besson, le graphisme de Minimoys. Et du coup, c'est vrai que si tu as un bon talent au départ, tu arrives à développer encore plus ce talent. Celui qui ne sait pas dessiner, il va faire quelque chose. C'est ce que tu appelles un amateur. Il va réussir à avoir des tas de petites choses. Voilà, celui qui ne sait pas écrire, eh ben, il va faire des tas de textes. Et d'ailleurs, si on regarde bien, aujourd'hui, le web est moins mauvais qu'avant parce que, il parle de boue, mais la boue qui est produite par l'IA est meilleure que la boue qui était produite par des humains. Du coup, effectivement, il y a la limite entre l'amateur et le professionnel. Le professionnel qui a déjà les bases, il va vraiment tirer le meilleur de chaque IA. Par exemple, moi, je tire le meilleur de tout ce qui est texte. Alexandre tire le meilleur de tout ce qui est vidéo. Des gens comme Ludovic Carly, qui était chimiste à la base, mais qui fait plus que d'images, nous fait des choses incroyables. En revanche, ce que tu peux constater, c'est que ceux qui ne font que copier, tu vois, il n'y a pas de patte, il n'y a pas de... Comment dire, de French touch, quoi. Je sais pas comment on pourrait dire. Voilà ce que je voulais dire. Mais non, mais écoute, je pense que tu amènes un nouveau talk qu'il faudra qu'on ait à un moment donné, qui est sur est-ce que l'e-art existe, tu vois, est-ce que mais on a déjà répondu à cette question. Non, mais il faudra qu'on fasse un talk. Oui, il faudra qu'on fasse en tout cas un talk à ce sujet. On arrive vraiment à la fin, et donc j'aimerais peut-être, si vous le voulez bien, en conclusion, que chacun vous nous parliez. Alors Augustin, c'est toi qui avais la parole, peut-être nous parler de Perplexity. Pourquoi tu recommandes Perplexity? Tu nous as dit, tu nous as balancé ça en plein milieu du live. Tu nous as dit, moi je pense que Perplexity va remplacer Google. Mais c'est quoi Perplexity? Alors Perplexity, c'est un moteur de recherche intelligent.
Voilà, ce que n'est pas Google. Google te donne une liste de prompts. Perplexity, tu peux engager une conversation avec lui et donc affiner au fur et à mesure le résultat qu'il va te donner. Voilà, Donc c'est un super moteur de recherche. Comment on peut le décrire simplement? Comment tu dirais ça, Alexandre? Un moteur de recherche intelligent? Parce que là, c'est pour un le coup, moteur il est intelligent. Vraiment intelligent. Boosté par l'IA, en fait, tout simplement. C'est-à-dire Ouais, qu'il il a est compris. boosté. Il a compris qu'il fallait prendre le meilleur des deux mondes. Mais attention, ChatGPT annonce SearchGPT. Ils nous ont fait aussi l'annonce il y a un petit bout de temps. Et donc, on va avoir la même chose aussi chez Google. Donc, les trois sont boostés, et tu as raison, Augustin, par Perplexity. Parce que quand ils ont vu arriver Perplexity, qui est un ovni, c'est-à-dire c'est mieux qu'un moteur de recherche. Et il y a beaucoup de gens qui ont quitté Google pour aller faire leur recherche uniquement dans Perplexity une fois qu'ils ont compris qu'on était augmenté par l'IA, plus tout ce qu'on avait trouvé, et on pouvait continuer le dialogue pour trouver, et on n'était pas pollué par des publicités qui apparaissaient et qui finalement n'étaient pas du tout notre requête. Là, Perplexity, on peut même faire un site web avec nos requêtes. Tout ce qu'on a trouvé, on peut dire fais-moi une page web avec tout ça. Donc Perplexity, ils ont quand même annoncé qu'ils allaient avoir un modèle économique sur la publicité, mais en attendant, c'est le meilleur moteur de recherche du moment parce qu'il est boosté avec de l'IA. Mais SearchGPT arrive, c'est-à-dire que ChatGPT a dit je vais faire le concurrent, je vais pas les laisser là-dessus, et Google, dont c'est le métier, dit oui, je vais vous mettre mon Gemini partout dans mon moteur de recherche, vous allez voir, ça va être aussi bien. Après, vous avez d'autres moteurs de recherche. Il y a Glean, dont j'ai parlé ce matin, qui a levé 260 millions pour se développer. Voilà, si Google ne bouge pas, il va se faire manger, c'est clair. Mais bon, ouais, c'est son modèle économique qui doit être revu. Alors on va parler. Attends, on va parler on va conclure avec une dernière IA dont tu nous as parlé, Alex, qui est Gamma. Alors moi, depuis la fois où tu m'as montré, ça fait il y a quelques mois, tu m'as montré Gamma, tu m'as dit écoute Louis, tu arrêtes tout, tu vas essayer Gamma, et effectivement j'ai bien fait de t'écouter parce que moi Gamma, ça a vraiment changé ma vie et encore aujourd'hui. Donc pourquoi c'est génial Gamma? Alors déjà qu'est-ce que c'est Alex? Gamma. Alors donc c'est une IA générative qui remplace notre vieux PowerPoint. L'idée, c'est de dire, on fait un prompt, donc on est toujours sur la même idée, ou alors on peut faire mieux que ça. Hein. On peut lui donner un lien d'un site web, on peut lui donner un prompt, on peut lui donner un PDF, on peut lui donner encore plein d'autres choses, et on lui dit, fais-moi une présentation sur la base de ce que je viens de te donner. Donc, on peut faire une présentation à partir d'un site web, on peut faire une présentation à partir d'un texte qu'on a écrit dans le ChatGPT ou ailleurs, et il va générer les slides comme on aurait dans PowerPoint, mais des slides de qualité. On va pouvoir choisir les images d'illustration en choisissant le type de modèle d'image. Et on peut mettre les derniers modèles d'images comme Flux, qui sont un des meilleurs modèles aussi pour générer des belles images. Et donc, on va simplement organiser un texte qui n'était pas organisé en format slide. On va l'organiser en format slide avec les images, avec quelque chose d'extrêmement pertinent depuis un texte, je répète, depuis un site web, depuis un PDF ou depuis même une vidéo maintenant, ça marche. Donc, vous lui donnez une vidéo YouTube, il vous fait une présentation de la vidéo YouTube en slide. Et tout ça automatiquement. Évidemment, il faut toujours payer pour que ça soit vraiment bien, sinon on a des limites. On peut remodeler, on peut faire plein de choses. Ensuite, on peut distribuer ces slides-là par un lien, ou on peut en faire des vidéos. Bref, ça remplace complètement notre vieux PowerPoint, puisqu'en quelques secondes, à partir d'un texte, on a des magnifiques présentations. Et enfin. Après, bien sûr, hein, disons qu'il faut avoir un métier dans lequel on fait beaucoup de présentations. Moi, c'est mon cas. Et Gamma, c'est un. Enfin, faut pas le voir. Je veux dire, c'est un super stagiaire, mais il faut pas dire qu'on donne aux stagiaires que des présentations à faire. Moi, quand j'étais stagiaire, il y a le café aussi. Ouais, non, mais quand j'étais stagiaire il y a quelques années, j'en ai quand même fait beaucoup des PowerPoints. Gamma dessine les cafés si tu veux. Il dessine les images de café dans. Et là, Gamma, c'est vrai que c'est incroyable. Ça nécessite toujours, bien sûr, qu'on mette de soi-même parce qu'on pourrait organiser. Mais disons qu'on part. On va d'une première version qui est quand même déjà bien aboutie et ça nous fait gagner un temps fou sur des tâches qui, faire une présentation, faire un PowerPoint de 50-100 slides, on n'a pas une énorme plus-value, quoi. C'est plus dans la structuration des idées et sur la façon dont on a envie de raconter l'histoire, le storytelling. Hein, ça va vous parler à tous les deux. Donc Gamma, ouais, moi en tout cas, pour cette partie présentation, je vous recommande. Et en plus, Gamma permet aussi de faire des sites internet, hein, Alex. Oui, on peut dire à la fin qu'on veut un site internet à partir de ces slides et c'est souvent encore plus joli que quand on génère un PDF final.
Petit bémol, le seul défaut pour l'instant à Gamma, mais j'espère qu'ils vont le corriger assez rapidement, c'est quand on lui donne un texte exact et qu'on lui dit fais-moi des slides avec ce texte-là, et surtout ne change pas, garde-moi mon texte. Pour l'instant, il sait pas très bien le faire, et c'est le seul défaut. Il y met son petit grain de sable, quoi. Et il y a le petit IA qui dit je vais changer un petit peu ton texte, Louis. C'est pas terrible ce que tu as écrit. Et donc ça, c'est fatigant parce qu'on veut pas changer le texte. Pour l'instant, il n'y a pas de solution malgré qu'il le propose. Hein. Quand tu mets le texte en disant vas-y, ne le change pas, ça le change. Et ça va changer bientôt, j'espère. Et ils viennent d'intégrer les logos. Parce que souvent, c'était le reproche de Gamma aussi. Oui, mais je veux ma présentation avec mes couleurs. Ça y est, ça, on peut le faire. Ouais, avec sa propre charte graphique. Tous les slides. Voilà. Donc ça, voilà, sa charte graphique est à quel point important. Tu le sais, toi, Louis, dans les agences, c'est essentiel quand on travaille avec un client de respecter la charte graphique du client. Et donc ça, c'est ce qui faisait mal. Mais souvent, les chartes graphiques, je vais faire un pavé, mais souvent les chartes graphiques des clients sont pas top. Et donc la charte graphique qu'on écoute de Gamma, elle est magnifique. Donc certains clients feraient bien de s'inspirer de la charte graphique plutôt que de garder leur vieux PowerPoint qui est tout moche. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Vous voyez, déjà, on pourrait faire beaucoup plus qu'1 heure. D'ailleurs, on a un petit peu débordé. On pourrait faire peut-être plein de talks. Et donc, on a en tout cas plein d'idées de talks. Peut-être chacun nous dire quelle est votre actu du moment. Augustin, donc In Data Veritas, quels sont peut-être les prochains rendez-vous? Comment on te suit? Raconte-nous tout. Eh ben, In Data Veritas sur le web, donc le Discord Geniart où il y a absolument tout sur la communauté. Il y a plus qu'à, ils sont sur LinkedIn, donc il suffit de s'abonner au LinkedIn d'In Data Veritas, et il y a aussi les streams qui sont en live et en replay sur YouTube quand il les censure pas. Voilà, parce qu'ils ont trouvé une nouvelle méthode. Ils vous censurent la musique qui est utilisée. Alors donc il suffit qu'il y ait un demi-mot de musique qui leur plaît pas. Voilà. Donc les replays d'Il y a plus qu'à en général sont dispo effectivement sur YouTube quand ils sont pas censurés. Sinon, c'est quand? C'est le vendredi, c'est ça? C'est à peu près. Alors c'est le vendredi à 14h, tous les vendredis, et on recommence de manière correcte, c'est-à-dire à partir du 4 octobre avec un invité qui fait des sous-titres et une vraie IA française incroyable qui sera là en invité guest star le 4 octobre. 4 octobre, donc la semaine prochaine, super. Alexandre, CheckSub, elle s'appelle. CheckSub, bon teasing. Alexandre, toi, ton actu. L'actualité, c'est de continuer d'essayer de transmettre ma passion de l'IA à pas mal d'entreprises et de particuliers à travers des formations. Donc, j'ai mis le lien iamagique.com parce que l'IA, c'est pas magique, mais presque. Hein. De toute façon, quand on regarde le résultat, on a quand même l'impression qu'il y a un peu de magie quelque part, même s'il n'y en a pas du tout. Et puis, je vous invite à les regarder parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'apprends à faire à mes clients. C'est la chaîne TikTok. J'ai mis dans le chat aussi. Ça s'appelle IA.talent. Vous pouvez la trouver assez facilement. Et elle est 100% générée par de l'IA. Et c'est une chaîne TikTok qui génère en fait des petits cours d'histoire. Donc, quand on nous dit que l'IA aussi, ça nous abrutit, non, c'est le contraire. Moi, j'apprends tous les jours grâce à des générations de petites stories qui me racontent l'histoire de France ou l'histoire de tous les pays du monde. C'est des petites séquences, comme on aime, regarder, et entièrement générées par IA, la voix, le texte, les images, la musique, le scénario, 100% automatisé. Et j'apprends à des entreprises à fabriquer des contenus qu'on peut publier automatiques. Super, écoutez, encore un grand merci à tous les deux. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis en live pour vos nombreuses questions, notamment Thomas qui a été très actif dans le chat et qui, je pense, a été très heureux de retrouver tous les liens qui ont été partagés par Augustin et Alexandre. On essaiera de les mettre aussi dans le replay pour continuer à nous suivre avec le MBMCI, vous le savez, c'est sur les réseaux sociaux. Et puis, chaque mois, on vous propose un talk autour de l'actualité du digital, des innovations. Alors, c'est forcément très IA en ce moment, mais en même temps, comment échapper à la révolution IA. Donc, à très bientôt. Et si ce talk vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À bientôt. Merci encore, Augustin et Alex. Merci. Merci, Louis.